Voilà, donc pour commencer cette journée sans retard, donc je vais demander à Arnaud Sandrin s'il veut bien venir nous dire quelques mots, enfin quelques mots détailler tout à fait l'actualité de la BNDMR. Bah, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à faire cette présentation. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi moi sur l'écran ça s'affiche différemment. Alors donc je vous propose de vous présenter quatre points. D'abord un petit rappel de nos applications, notre calendrier. Ce projet, la BNDMR, il existe depuis un certain temps. Il y a plusieurs applications, donc pour bien vous replanter tout le décor. Ensuite, on va faire un focus sur le déploiement de Bamara, sur toutes les filières et sur la vôtre en particulier. Vous présenter quelques-unes des données qu'on a dans Semara pour votre filière. Rappelez aussi comment on peut valoriser ces données et peut-être que ça vous donnera aussi quelques idées là-dessus. Parce que nous on est à votre disposition pour traiter ces données et en extraire de l'information. Et puis je dirais quelques mots sur le PNMR3 et notamment sur l'action 1.7 qui est le registre sur les impasses diagnostiques. Le ministère en a parlé déjà mardi au comité de pilotage des filières. Alors, nos applications. Donc, la première application que un certain nombre d'entre vous connaissent, c'est Semara, qui existe depuis maintenant 10 ans. Alors, ensuite, certains l'ont utilisé tôt, d'autres un peu plus récemment. Semara, c'était une base de données qui a vocation volontaire, c'est-à-dire le ministère n'avait pas dit forcément cette base de données a vocation à être la base de données sur les maladies rares, vous pouvez adhérer si vous le souhaitez ou pas, et elle avait un objectif de recherche. Semara a donc petit à petit, l'idée a émergé de dire on va plutôt s'orienter vers une base de données où on va vraiment essayer qu'il y ait un maximum de saisie dans tout le réseau d'expertise maladies rares, puisque le ministère, afin de préciser son offre de soins, a besoin d'informations sur tout le réseau maladies rares. Du coup, on a dit on va construire une base de données qui s'appellera Bamara, la base maladie rare, qui est une base de données, pour ceux qui ont l'expertise d'un point de vue réglementaire, c'est une base de données recueillie dans le cadre du soin, donc c'est pas une base de données de recherche. Donc en fait, Bamara, c'est une application qui est développée par la PHP qui bénéficie d'une convention avec le ministère de la Santé. Donc la PHP développe cette application, c'est notre équipe qui le faisons concrètement. On la met à disposition gracieusement du coup à tous les hôpitaux qui ont des centres d'expertise maladies rares. Et cette application, donc, c'est une application dans laquelle il y a des données nominatives. C'est vraiment une application dans laquelle, dans le cadre du soin, vous pouvez saisir vos données. Cette application, elle les nourrit de deux manières. D'une part, elle récupère les données de Semara, c'est-à-dire quand on ouvre Bamara dans un hôpital, on récupère les données de Semara. Les données de Semara, en aucun cas, sont perdues. Et deuxième chose, on est en train de travailler ardemment avec 18 établissements qui ont été retenus dans un appel à projet lancé par le ministère pour mettre en place le recueil des données directement dans les DPI. Donc concrètement, vous allez directement dans votre DPI, les données administratives ont déjà été saisies par exemple à l'arrivée dans l'hôpital et vous saisissez simplement les données du set de données minimum. Également, on travaille sur des reprises de bases de données. Alors, c'est encore un peu en mode exploratoire. On a fait ça avec un premier pilote, EDBAI. Cette année, on travaille avec Vaincre la mucoviscidose. Des bases de données, des registres, il y en a plusieurs centaines sur les maladies rares. Donc, clairement, on va pas, l'interopérabilité générale, malheureusement, c'est pas forcément possible. Toutes les bases de données n'ont pas les moyens de s'équiper des services qui permettent de faire de l'interopérabilité. Pour autant, on le fait le plus possible. Alors Bamara, on l'a dit, c'est du coup j'ai une base par hôpital, c'est pas une base nationale. C'est vraiment dans mon hôpital, moi, membre de telle équipe de soins, j'accède aux données des patients qui sont tous les patients de l'équipe de soins à laquelle j'appartiens, et puis je peux saisir des activités si j'en fais. Le but ensuite, c'est donc tout ce Bamara, il converge, modulo une désidentification, dans une base de données, elle cette fois-ci de recherche, qui est la Banque nationale de données maladies rares, qui concrètement est donc un entrepôt de données de santé. Donc cet entrepôt, c'est à partir de cet entrepôt que on fait des études nationales et qu'on va pouvoir produire des chiffres nationaux pour le ministère de la Santé. Et il y a une dernière étape qui est très importante aussi, c'est que ensuite, le but, c'est d'aller de l'ABNDMR jusqu'au SNDS
Alors, pourquoi c'est important le SNDS? Pour mémoire, enfin, donc le SNDS, c'est les données de la CNAM, hein. Donc les données de la CNAM, pardon, hein, je dis certainement des choses très basiques que la plupart d'entre vous connaissent très bien, mais les données de la CNAM, hein, pour mémoire, à chaque fois que j'utilise ma carte vitale, les données remontent à la CNAM, hein. Donc je vais à la pharmacie, je vais voir mon médecin de ville, je vais tous les soins que je fais, la plupart du temps j'utilise ma carte vitale, les données remontent à la CNAM. Par contre, les données qui remontent à la CNAM sont difficiles à utiliser dans le cadre des maladies rares. Pourquoi? Parce que c'est difficile tout simplement d'identifier des patients atteints de maladies rares. Alors les diagnostics dans ces données sont codés en SIM10. Alors parfois ça matche bien avec une maladie rare. C'est rarement le cas. Une étude a été faite qui a été publiée dans Orphanet Journal par Geneviève Boja, ici même à Imagine, sur une maladie donc, de la filière Oscar, qui est la FOP, qui est connue aussi sous le nom de la maladie de l'homme de pierre. Dans cette maladie, par exemple, on avait trouvé 83 patients dans nos données. Et en prenant le code de diagnostic qui était le plus proche dans les données du SNDS, on avait trouvé 430 patients. À l'issue d'une étude précise sur ces 430 patients, il est apparu qu'en fait, il y en avait bien que il y en avait, je crois, 84, donc il en manquait un dans nos données. Mais par contre, il y en avait sinon qu'un seul en plus dans leurs données. Et par contre, sur les 430 données, du coup, il y en avait 350 qui ne correspondaient pas avec cette maladie-là. Alors ça s'explique très bien. Si je prends un exemple de la filière tête-cou, si je suis suivi pour une maladie rare, typiquement une fente et puis il manque des dents, le jour où je vais pour poser une couronne, le diagnostic qui est codé dans le SNDS, c'est pose de couronne. Aucun moyen de savoir qu'en réalité, le diagnostic qui m'a fait venir, c'est une maladie rare. En d'autres termes, cette très grande base de données énorme et sans doute très riche qui nous permettra de trouver beaucoup d'informations sur les maladies rares qu'est le SNDS, aujourd'hui n'est pas pleinement exploitable pour les maladies rares. Et donc là, le but, c'est une fois qu'on a identifié nos patients dans la BNDMR, on va pouvoir aussi accéder au SNDS. Alors, quels sont les timings pour ces entrepôts? Bamara existe, on va voir son déploiement tout de suite. L'entrepôt BNDMR, on dépose le dossier pas plus tard que cet après-midi. Donc ensuite, ça prend à peu près 3 mois à l'obtenir. On a déjà commandé nos machines. Voilà, donc la date qu'on donne, c'est juin 2019 pour une ouverture de service complète. Et sur le SNDS, on est sur Q3, Q4 2019. Là, on a été retenu comme projet pilote par le Health Data Hub. Et donc, on va travailler avec eux pour... donc, eux veulent de toute façon faire des premières études sur le SNDS dès cette année. Donc là-dessus, ils nous accompagnent et donc on entend bien pouvoir faire ce chaînage dès cette année. Alors évidemment, ça a des difficultés de faire un chaînage avec le SNDS, c'est quand même pas si simple que ça, mais voilà le timing. Donc ça, ce sont pour nos applications, notre calendrier. Maintenant, le déploiement de Bamara. Alors ça, c'est le déploiement pour vous dire où on en est, toute filière confondue. Par déploiement, ce qu'on entend, c'est il y a déjà des gens qui utilisent Bamara. Je veux dire par là que dans le déploiement, il y a deux phases. D'abord, une mise à disposition réglementaire. Donc, on signe une convention entre la PHP et les hôpitaux. Ça, la quasi-totalité des sites maladies rares sont équipés. Aujourd'hui, c'est 99,6%. Et ensuite, l'ouverture se fait petit à petit. Alors pourquoi elle se fait petit à petit? Notamment parce que la plupart d'entre vous êtes dans un hôpital qui justement a été retenu dans l'appel à projet pour que les données soient directement saisies dans le DPI. Alors dans ce genre de cas, on ne hâte pas l'ouverture du service Bamara parce qu'on dit si ensuite en septembre vous avez déjà la fiche maladie rare dans le DPI, c'est peut-être pas très utile d'avoir tout de suite créé un compte dans Bamara pour seulement 6 mois. En fait, attendons l'ouverture dans votre DPI, puis ensuite voilà. Donc c'est ce qui explique ces chiffres. Alors du coup, pour la filière Orchid, sur l'ouverture de Bamara, on n'a pas encore beaucoup d'ouverture. Le nombre total d'utilisateurs inscrits aujourd'hui, c'est 50 personnes. Après, on voit que ça augmente fortement ces derniers temps. Et puis ça va augmenter de plus en plus vite. On va le voir aussi parce qu'on va le voir sur la diapositive suivante. Donc le nombre de connexions suit logiquement le nombre d'inscrits, même si évidemment en décembre, il y a toujours un petit peu moins de connexions. Et on a un nombre de dossiers qui pour autant est quand même déjà important dans Bamara, puisque comme je le dis, quand on ouvre un service Bamara, on charge tout ce qui vient de Semara. Et on va le voir juste après, il y a déjà beaucoup de données dans Semara pour votre filière. Donc en tout dans Bamara, on a déjà une cohorte de, c'est presque 10 000 patients, ce qui est déjà une cohorte de taille importante dans Bamara. Alors justement, c'est la dernière diapositive sur cet aspect déploiement. Comme je vous disais, comment vont s'articuler les deux choses? Par exemple, si je suis à la PHP ou si je suis à Lille, ou si je suis à Reims, mon établissement a été retenu dans l'appel à projet
qui fait que c'est dans mon DPI directement que je vais saisir les données du set de données minimum. Donc dans ce cas-là, mon patient arrive, je le prends en charge et je passe par la flèche turquoise, c'est-à-dire je suis directement dans mon DPI. Concrètement, Bambara, je ne vais jamais vraiment le voir. Je suis dans mon environnement habituel dans lequel je saisis les données habituelles. Je n'ai pas à saisir les données administratives, encore une fois. Et les données vont, d'une manière qui est complètement transparente pour moi, vont remonter jusqu'à Bambara. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, alors ça va être le cas qui va concerner la plupart d'entre vous qui seraient dans un hôpital où le DPI est équipé du set de données minimum. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas cet équipement dans le DPI, vous allez vous connecter sur Bambara, vous créez un compte, vous vous connectez et puis vous saisissez vos données. Ensuite, il y a des cas particuliers, mais qui concernent a priori assez peu votre filière. C'est les cas où le patient, enfin, c'est pas un patient né, c'est un fœtus. Dans ce cas, si le patient est un fœtus, les données en l'occurrence ne remontent pas par le DPI, donc elles remontent directement dans Bambara. Il y a également les avis sur dossier que vous ne pourrez pas coder directement dans le DPI, donc ils devront être codés sur Bambara. Et il y a le cartouche des anomalies génétiques, mais là aussi qui concerne moins votre filière. Par contre, pourquoi est-ce que, même si je vais saisir les données dans mon DPI, pourquoi est-ce que c'est quand même important pour moi d'avoir Bambara? C'est parce que Bambara va vous proposer des services que ne proposera pas le DPI, ou ne proposera pas forcément le DPI. En d'autres termes, les DPI ils sont financés pour créer une fiche, donc pour que dans votre DPI, quand vous allez sur le patient, vous pouvez cliquer sur « je vais sur ma fiche maladie rare, je vais saisir les données dedans », et ensuite, eux se chargent de nous envoyer par messagerie sécurisée de santé les données pour que nous, on les intègre dans Bambara. Mais c'est tout. Ils n'ont pas de financement outre ça. Donc ils peuvent décider de vous proposer des services complémentaires, mais ils ne le feront pas forcément. Nous, les services qu'on fera forcément, et donc dès février, on vous fournira le rapport pyramide. Donc c'est pour ça que c'est important quand même pour vous que vous ayez des accès à Bambara pour aller ne serait-ce qu'une fois par mois vous connecter, vous pouvez suivre l'évolution de votre rapport pyramide. Dans Bambara, vous aurez aussi l'accès à vos données cumulées de Semara et des deux modes autonomes et connectés, c'est-à-dire que les DPI vont nous faire remonter les données que vous leur envoyez. Par contre, ils vont pas, en tout cas, c'est pas prévu dans l'appel à projet, ils vont pas recevoir les données que nous on leur enverrait. Donc, les données de Semara, ils ne les auront pas. Et puis, si vous saisissez un avis sur dossier dans Bambara, il ne sera pas dans votre DPI non plus. Là encore, tout dépendra. Peut-être certains DPI feront cet effort-là, mais c'est pas prévu en tout cas dans le financement accordé par le ministère. Donc, si vous voulez voir votre cohorte totale de patients, cohorte issue de Semara, et puis tout ce que vous aurez saisi, que ce soit dans le DPI ou sur Bambara, il faudra aller aussi sur l'application. Également, on fournira plusieurs rapports de statistiques sur vos patients, la qualité de vos données, et également des statistiques sur les données au niveau d'un hôpital. Donc, long story short, pour saisir vos données en routine, la plupart d'entre vous pourrez passer directement par votre DPI. Et puis, une fois par mois, par exemple, vous pouvez aller vous connecter sur Bambara et puis regarder quand même ma cohorte totale de patients et un certain nombre de visualisations de données sympathiques. Et pour ceux par contre qui n'auront pas le DPI, vous ferez tout sur Bambara. Donc ça c'est voilà pour le déploiement de Bambara. Alors ensuite, donc le ministère a indiqué que, comme vous le savez, que donc les rapports pyramides, enfin les données qui sont saisies dans les rapports pyramides, très précisément dans la partie 3 du rapport pyramide, devront venir de Bambara. Alors ça, c'est une obligation qui n'aura pas cours cette année, puisque de toute façon, Bambara n'a pas été déployé partout. Donc c'est le ministère qui dira exactement à partir de quand commence cette obligation, mais très probablement dès que tous les grands CHU auront été déployés, et puis dès que le déploiement sera plus général, cette obligation entrera en vigueur. Voilà pour la partie déploiement. Ensuite, je voulais quand même vous rappeler les données que vous avez dans Semara. Ce sont des données qui datent d'octobre. Alors pourquoi octobre? Parce qu'en octobre, ici même, on a fait notre séminaire BNDMR et à ce moment-là, on avait écrit à tous les coordonnateurs de filière pour leur demander leur accord pour faire des extractions de données qu'on a présentées. Alors on n'a pas présenté les données d'Orchid en particulier à notre séminaire, mais en tout cas, ces données ont été extraites à ce moment-là. Alors je vous en montre quelques-unes et j'espère que ça pourra faire naître en vous certaines vocations d'en savoir plus sur les données de Semara, de faire plus d'extraction. Notre équipe est à votre disposition. Il vous suffit de nous envoyer un mail si vous dites voilà, moi je voudrais bien savoir combien j'ai de patients qui ont tel diagnostic, quel âge ils ont à peu près, dans quel centre ils sont vus, voilà ce que vous souhaitez. Et ensuite, modulo l'accord de coordinateur de votre filière, on peut traiter les données et vous les mettre à disposition. C'est très important, parce qu'encore une fois, on ne saisit pas des données pour saisir des données. Le but, c'est bien de les exploiter, de les valoriser autant que possible. Donc, on est vraiment à votre disposition là-dessus.
Donc typiquement là-dessus, ce graphique donc, montre la distribution du nombre de patients par site. Alors ce qu'on voit surtout quand vous voyez l'échelle qui est logarithmique en abscisse, ça montre surtout que forcément il y a une disparité importante. Vous avez certains sites qui vont avoir une cohorte vraiment petite et vous avez les plus gros sites qui peuvent avoir jusqu'à 2000 patients dans leur cohorte. L'âge de la cohorte Orchid, elle suit à peu près cette distribution, donc avec une moyenne à 20 ans. Et on observe qu'il y a un biais assez significatif entre hommes et femmes, puisqu'on a 15 000 hommes et 10 000 femmes. Indéterminé, c'est souvent soit ça peut être typiquement le cas des fœtus. Pareil, est-ce que cet histogramme c'est quelque chose qui est intéressant pour toute votre filière? Est-ce que c'est encore plus intéressant sur certaines sous-catégories de maladies? C'est à vous de nous le dire. Encore une fois, n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir ces informations-là sur un périmètre donné, on peut faire ces traitements pour vous. Donc on voit qu'il y a quand même des patients qui vont jusqu'à un âge avancé. Ce qui est intéressant aussi, c'est la comparaison ensuite entre filières, et c'est quelque chose qui est sans doute particulièrement important pour le ministère au moment du calibrage de l'offre de soins. On a bien sûr des filières comme Andirare, où vous vous doutez, le graphique il est entre en fait 0 et -1, -1 étant tout ce qui est vu en anténatal. Il est beaucoup plus sur la gauche. Vous êtes une filière effectivement avec des patients qui ont un âge, qui sont déjà soit adultes, soit... il y a déjà une bonne partie de vos patients qui sont adultes. En tout cas, c'est ce que disent ces données. Autre spécificité de votre filière, qui n'est pas spécifique à la vôtre, mais en tout cas c'est quelque chose qui va distinguer les filières maladies rares les unes des autres, c'est le niveau d'assertion du diagnostic. Ça c'est une donnée qui est très importante dans ces MARA, qui le reste dans Bamara et qui va continuer à être une donnée extrêmement importante pour le suivi des maladies rares, c'est est-ce qu'on arrive à être sûr du diagnostic qu'on pose. Alors là, la qualité des données aussi, une donnée aussi simple que dire mon niveau d'assertion du diagnostic, bien sûr c'est très difficile puisque ça peut s'apprécier assez différemment. Donc dans votre filière, on observe un niveau de capacité à confirmer le diagnostic qui est assez fort, puisque ça concerne 75% des patients. Et ensuite il y a d'autres cas. Alors par exemple, probe signifie donc un diagnostic probable, donc vous avez 6% de vos patients pour lesquels le diagnostic qui a été posé dans ces MARA est seulement un diagnostic probable. Vous avez un ND, c'est donc du diagnostic non déterminé. NC, c'est du diagnostic non confirmé. Donc typiquement, j'ai lancé un examen, je n'ai pas encore le résultat de l'examen, donc le diagnostic n'est pas encore confirmé. Pour autant, il a déjà un bon niveau on a déjà une bonne suspicion du diagnostic. Pareil, ce sont des éléments qui peuvent être peut-être pour vous intéressants à un niveau un peu plus précis, une sous-type sous-catégorie de diagnostic. Donc n'hésitez pas là aussi à nous solliciter. L'âge de diagnostic, ce graphique finalement reprend ce qu'on avait précédemment, où on voit bien qu'effectivement l'anténatal est plus faible et on a un moment au diagnostic qui est plus souvent en postnatal. Même si on a aussi beaucoup de moments au diagnostic qui ne sont pas renseignés. Ça, c'est une donnée qui est différente de l'âge de diagnostic. Il y a deux données différentes dans ces MARA, mais vous voyez, c'est aussi l'intérêt de saisir bien toutes les données. C'est que si vous ne saisissez pas le moment au diagnostic, il y a beaucoup de moments au diagnostic qui ressortent comme non déterminés. Classe d'âge de diagnostic, c'est là encore quelque chose qu'on a déjà vu, qui reprend le graphique qu'on avait vu. Le délai au diagnostic, c'est qu'on le calcule comme l'écart entre l'âge au premier signe et l'âge au diagnostic. Donc là, alors ce délai peut être négatif, typiquement si on a fait un dépistage avant que les signes apparaissent. Donc là, dans le PNMR3, il est dit, un peu brut de décoffrage, que l'errance diagnostique dans les maladies rares, c'est 5 ans. Alors est-ce que ce graphique apporte la vraie réponse pour votre filière ? Sans doute pas. Il y a sans doute aussi des biais sur la saisie, peut-être que c'est pas complet. En tout cas, c'est des choses qui seraient intéressantes, et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que dans un document qui a été vu nationalement comme le PNMR3, on se contente de dire 5 ans, alors qu'on voit bien que rien que sur une filière donnée, il y a une très forte disparité. Pour des patients, ça peut être vraiment extrêmement long. D'autres fois, le diagnostic est extrêmement performant puisqu'il apparaît très longtemps avant les signes. Donc pareil, ces éléments nous semblent importants et sont bien sûr suivis, notamment dans le cadre du PNMR3 qui est axé sur la lutte contre l'errance diagnostique.
Les pathologies les plus fréquentes que vous pouvez retrouver là, je les redescends pas, mais de la même manière, si une pathologie dont vous êtes spécialiste, vous souhaitez savoir quelle est la cohorte dont on dispose dans ces maras, c'est une question que vous pouvez nous poser. Pareil, si ces choses-là, si ces chiffres-là vous paraissent surprenants, il y a peut-être un biais dans la saisie, ou voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous revenir là-dessus. De toute façon, la présentation, je la laisse bien sûr à votre disposition. Réciproquement, les pathologies, alors là ce sont les pathologies cette fois-ci des fœtus, avec le nombre que vous pouvez voir, ça vous donne aussi une idée, hein. Parfois certaines pathologies sont vraiment très très rares et quand on a 90 patients, ça représente déjà quand même un intérêt assez fort. Dernier élément, ça ce sont les termes que vous saisissez, hein, puisqu'il y a bien un champ dans ces maras qui vous permettent de renseigner des termes du thésaurus HPO. Une chose importante, systématique, hein, dans toutes les filières, c'est que souvent le terme qui ressort le plus souvent, c'est un terme qui est quand même très général. Alors typiquement là on est chez Orchid et on a insuffisance rénale, c'est très général, du coup c'est toujours intéressant de se rappeler quand on saisit les termes dans ces maras, c'est intéressant d'être le plus spécifique possible pour pouvoir extraire de l'information, parce que sinon l'insuffisance rénale c'est bien sûr assez fréquent certainement dans votre filière. Et après vous pouvez voir qu'un grand nombre de termes a été saisi. De la même manière, si ça vous intéresse de creuser sur certains termes en particulier, certaines descriptions cliniques en particulier, on peut vous en dire un petit peu plus. Voilà pour les données de ces maras, et j'en termine en disant juste un mot sur le PNMR3, mais en fait il y aurait beaucoup de mots à dire. On en parlait un tout petit peu avec Laurent Ménard à l'instant. Dans le PNMR3, il y a beaucoup d'actions différentes, notamment qui concernent les bases de données. Une action très importante, c'est le registre sur l'impasse diagnostique, qui est financé donc à hauteur de 3 millions d'euros par an pendant toute la durée du plan. A été annoncé au comité de pilotage des filières mardi que nous lançons avec la filière Filnemus et la FM Téléthon un premier projet pilote pour essayer de faire fonctionner ce registre sur les impasses et les errances diagnostiques. En réalité, le but, la vraie question à laquelle ça sert à répondre, c'est comment aller améliorer l'offre de soins pour des patients qui sont en rupture de parcours de soins. Des patients que j'ai vus peut-être il y a 5 ans, ils ne se sont pas représentés et de toute façon, je veux dire, mon carnet de rendez-vous est pris pour l'année qui vient, donc je ne peux pas les recontacter de moi-même. Pour autant, ça fait 5 ans sont passés et il y a certainement de nouvelles choses à leur proposer. Et il y a 5 ans, ils n'avaient pas de diagnostic. Aujourd'hui, peut-être que si je les revoyais, je pourrais leur proposer quelque chose qui leur permettrait de gagner un diagnostic. Donc c'est ça le but de ce registre, c'est vraiment de s'arrêter sur les patients auxquels on n'a pas pu trouver un diagnostic et ensuite de bien distinguer ceux pour lesquels les choses sont en cours, disons, et ceux pour lesquels on peut vraiment entreprendre une action très opérationnelle le plus vite possible. Donc typiquement, ce qu'on va faire avec Filnemus, c'est une collecte à la fois des données de phénotype précis pour catégoriser précisément mon patient, des données sur la liste des explorations qui ont déjà été proposées aux patients pour savoir si en gros je suis au début de mon analyse diagnostique ou si j'ai déjà fait beaucoup d'analyses, et aussi une analyse sur la sévérité de la maladie. Le but donc ensuite, c'est de catégoriser les patients en 3 groupes. Le groupe où j'ai encore des analyses peut-être biologiques qui peuvent être faites. Donc, d'une certaine façon, je peux gagner un diagnostic, je dirais, facilement, ou en tout cas, le diagnostic est à portée de main. Le deuxième groupe, qui est le groupe des patients pour lesquels tout a été tenté, sauf un exome ou un génome complet. Dans ce cas, j'ai bien cette certitude-là, je peux orienter le patient vers les plateformes d'analyse pangénomique. Et le troisième cas, mon patient a déjà été séquencé sur une plateforme d'analyse pangénomique, on n'a toujours pas trouvé de diagnostic, j'oriente le patient vers un programme de recherche. Alors, ces données-là, on en a besoin ici, on en a besoin quand les plateformes pangénomiques vont vous demander, du coup, vous me prescrivez qu'un patient, on lui fasse un exome, mais du coup, moi, plateforme pangénomique, je veux savoir quel est son phénotype, je veux savoir quels sont les examens qui ont déjà été faits, donc on a besoin encore de ces données-là. On en a besoin pour les outils de RCP, parce que quand vous faites votre RCP, il faut quand même présenter le patient pour que les différentes personnes qui se connectent sachent, donc du coup, il y a besoin encore de ces données-là. Or, et on en a besoin aussi, c'est un point de départ pour la recherche. En tout cas, je ne dis pas que tous les programmes de recherche ont besoin spécifiquement de ça, mais s'il y a ça, c'est déjà un bon point de départ pour ensuite... voilà. Or, dans le PNMR3, il y a des financements pour ça.
il y a des financements pour un outil de RCP, il y a des financements, alors, ou pas beaucoup, mais il y a bien des financements qui vont être débloqués un jour pour des outils de prescription, il y a des financements pour des programmes de recherche, il y a des financements pour Bamara. Donc, il y a vraiment, d'une certaine façon, beaucoup de ressources. La question, c'est comment essayer de les synergiser et de les utiliser au mieux pour que, comme il y a beaucoup de ressources, sans doute que si elles sont utilisées de manière très pragmatique, en fait, il y a vraiment une bonne solution à trouver. Par contre, si effectivement chaque projet se fait séparément et qu'on compte sur l'interopérabilité, qui est quand même quelque chose de complexe, je le sais très bien puisqu'on s'interopérabilise avec 18 établissements, ce qui est quand même un morceau de bravoure, si on compte que sur l'interopérabilité, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc c'est tout ça aussi qui est à réfléchir. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Si j'arrive à allumer ce micro. Merci, c'était très, très intéressant pour cette vision d'ensemble de ce que peut nous apporter Bamara et la BNDMR. Je pense qu'au fur et à mesure des présentations qu'on a eues au cours des années précédentes, les choses se précisent et on voit plus concrètement ce que ça peut nous apporter. Avant de laisser la parole, moi j'avais une première question. Le nerf de la guerre, c'est de remplir, c'est l'implémentation des bases de données. Et ça, c'est un point qui concerne beaucoup de personnes dans la salle, c'est-à-dire que les centres de référence et les centres de compétences, bien évidemment, il y a largement plus de 15 000 patients qui sont dans la base, qui sont pris en charge en termes par les différents centres qui sont dans Orchid. Je pense qu'on est dans un ratio peut-être de 1 à 5 ou 6. Donc ma première question, c'était par rapport à cette interopérabilité entre les dossiers patients informatisés et Bamara. Est-ce qu'on a d'une part un calendrier un petit peu précis, vous nous l'avez donné, mais surtout, quel est le pourcentage de centres qui vont être hors de cette interopérabilité, ceux qui vont en être exclus parce que les opérateurs ne sont pas éventuellement dans cet appel d'offres? Alors, sur le calendrier, le calendrier officiel qui a été transmis aux établissements et aux éditeurs, c'est septembre 2019. Alors nous, on a même une personne à temps plein qui suit en lien avec les éditeurs des pays concernés. Donc, est-ce que septembre 2019 sera complètement atteignable? C'est pas forcément sûr. En tout état de cause, de toute façon, c'est la date retenue par le ministère pour accorder les financements. Après, est-ce qu'un trimestre supplémentaire serait accordé ou pas? En tout cas, on est dans ces eaux-là. Donc ça va arriver en tout cas cette année. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, alors le pourcentage précis sur la filière Orchid, j'avoue ne pas le connaître. Le nombre, en tout cas, voilà, il y a 18 établissements qui ont été retenus dans l'appel à projet. À chaque fois, derrière, il y a un éditeur. Si vous êtes dans un établissement qui n'est pas retenu dans les 18, mais vous utilisez le même éditeur que l'un des 18, il y a certainement aussi des choses qui pourront être faites. Donc, à la fin des fins, on espère bien que ça va concerner quand même une part très importante. Des questions ? Est-ce que vous avez envisagé déjà une interface avec les réseaux européens maladies rares? Alors, les réseaux européens maladies rares, les ERN, donc pour l'instant, il y a des initiatives dans chaque ERN et puis il y a le CPMS qui est la base de données des ERN. Alors, nous, là justement, il y a eu un appel à projet de la Commission européenne auquel on a répondu, en l'occurrence avec Andy Rare, et qui va consister à justement essayer de s'assurer déjà que tout le set de données minimum est bien présent dans le CPMS, qui est la base de données des ERN. Ensuite, sur l'interopérabilité avec chaque ERN, c'est quelque chose qu'on fait, je dirais, à façon. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas en place avec un ERN en particulier. On est très très loin d'être fermé à ça, bien au contraire. Le format qu'on utilise le format qu'on a arrêté avec la ZIP pour échanger des données entre les DPI et nous, c'est ce qu'on appelle le format CDA, qui est un standard international multilabellisé ISO, tout ce qu'on veut. Donc c'est un format normalement que d'autres bases de données doivent être capables également de lire et d'écrire. Donc à partir de là, nous, on est tout à fait disponible et on est désireux de ça. Après, c'est toujours pareil, s'interopérabiliser avec un ERN, ça veut dire, les points techniques que je viens de dire, et 2, des points réglementaires, puisque les échanges de données en Europe sont soumis à des exigences spécifiques. D'autres questions ou remarques? Moi, j'en avais
Une sur, bon, peut-être c'est sans déflorer ce que va dire Laurent tout à l'heure. J'avais les liens potentiels entre la plateforme et d'aide à la prescription, pré-analytique, post-analytique, etc. Et Bamara, c'est quelque chose qui vous paraît souhaitable, possible, souhaitable, j'en suis sûr, possible. Oui, bah, souhaitable, je pense que c'est clair. Après, nous, c'est le ministère qui définit aussi nos missions et qui définit les missions de chacun, notamment dans le cadre du PNMR3. Je pense qu'il est très important, c'est voilà, de se dire, dans le PNMR3, il y a, en fait, si on somme bien les ressources de chaque action du PNMR3, il y a beaucoup de ressources. Après, il y a des ressources qui ont été plutôt fléchées par le ministère de la Recherche, d'autres plutôt par le ministère de la Santé. Le tout, c'est de bien faire converger les choses pour effectivement que vous n'ayez pas à vous dire, je viens de voir un patient, pour faire mon rapport pyramide, je vais dans Bamara pour saisir, enfin, je vais dans mon DPI, je saisis le set de données minimum. Mais alors ensuite, je viens d'y passer du coup 1 à 2 minutes, c'est le temps qu'on estime pour la saisie. Ensuite, bon, j'ouvre mon outil de recherche et je remets le même patient, et je mets tout son phénotypage précis parce que dans mon projet de recherche, j'ai besoin du phénotypage. Ensuite, j'ouvre l'outil de Laurent parce que par ailleurs, ce patient, je veux le mettre sur une plateforme génomique, donc je remets en fait le même phénotype et je fais la même liste des examens. Puis ensuite, 3, bon, il y a quand même mon ERN. Alors, du coup, je le fais. Puis ensuite, je viens de passer le temps d'une consultation entière à saisir toutes ces données. Donc, je pense que c'est clairement quelque chose qu'on veut tous éviter. Et encore une fois, je pense il y a la façon de le voir avec beaucoup d'angoisse en se disant il y a beaucoup de projets. Il y a une autre façon peut-être plus optimiste qui est, du coup il y a aussi beaucoup de ressources, donc il faut simplement, je pense, faire les choses de la manière la plus centralisée possible. Oui. Quand nos dossiers patients vont être transférés de notre système de CHU à Bamara, dans quelle mesure on saura qu'on a une exhaustivité de 100% de transfert? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir et nous de contrôler? Oui, tout à fait. Alors déjà, nous, on va le contrôler. Et par ailleurs, vous pourrez le contrôler parce que donc, vous aurez accès à Bamara. Encore une fois, pas pour y aller régulièrement, mais simplement pour y aller pour télécharger le rapport pyramide, pour télécharger des rapports statistiques qu'on met à votre disposition, pour regarder votre cohorte complète, Semara et puis Bamara. Et du coup, si vous créez un patient, vous pourrez aller dans Bamara, vérifier qu'il est bien là. Après, est-ce qu'il sera bien là la minute suivante? Après, ça dépendra des DPI. C'est pas forcément impossible, ce sera sans doute pas le cas. Par contre, est-ce qu'il sera bien là le jour suivant ou la semaine suivante? Ça, c'est sûr. Tout patient créé va être transféré. Si on a une erreur dans notre base de données hospitalière, il sera quand même transféré ou est-ce que... Alors, c'est même pire que ça, ou mieux que ça, c'est que si vous avez une erreur dans votre base de données hospitalière, elle va non seulement être transférée, mais si vous aviez mis quelque chose de juste dans Bamara, elle va l'écraser. Alors, pourquoi? C'est tout simple, il faut bien qu'on ait une règle de préséance, on va dire, et on part du principe, le DPI, c'est vraiment la golden source. Donc, si vous avez saisi un patient dans Bamara et vous avez mis quelque chose d'autre dans le DPI, hop, ça va l'écraser. Mais sinon, mais par contre, voilà, la donnée va systématiquement remonter. Avec nos DPI, il me semblait qu'ils ne transféraient pas instantanément. C'est-à-dire que nous, ils nous ont dit qu'ils allaient transférer tous les 2 ou 3 mois, en fait, l'ensemble des... de Lyon. Oui, avec Easily, où là, il y a le connecteur qui est en train de se mettre en place, tout à fait. mais ils vont transférer tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc, ça dépendra des DPI. Ça dépendra vraiment des DPI. Moi, pour ma part, je pousse... Alors, c'est pas une exigence dans l'appel à projet lancé par le ministère. Il n'y a pas un critère de délai d'envoi. Donc effectivement, si un DPI dit moi je veux le faire qu'une fois par mois, c'est possible. C'est des considérations technico-techniques. En gros, vous pouvez écrire un programme informatique qui vous envoie les mails, qui en fait envoie les données dès qu'il les reçoit, ou vous pouvez faire un programme informatique un peu différent où il faut vraiment appuyer sur un bouton pour envoyer les données et du coup vous allez le faire moins fréquemment. Donc chaque DPI va s'organiser comme on veut. Moi, je pense que le mieux, c'est vraiment que ce soit le plus rapide possible, simplement parce que vous, c'est quand même plus confortable de pouvoir aller assez rapidement sur Bamara, voir votre cohorte toute entière. Mais effectivement, ce sera DPI spécifique. Et encore une fois, les messages d'erreur, parce que nous, par exemple, les connecteurs, les fiches, elles ont été modifiées au cours de l'année, là, au moins 3-4 fois, pour se mettre bien en lien avec Bamara, parce que la fiche n'avait pas été faite correctement initialement. Ouais. Donc il va y avoir des erreurs. Les erreurs, on va les recevoir par qui, en fait? Par notre système local ou par Bamara? Alors, en fait, les erreurs, alors, aux HCL, c'est vrai que on travaille quotidiennement avec les HCL. Il y a eu une ouverture de service déjà. Il y a effectivement des choses qui doivent être corrigées. Donc, effectivement, il y a cette phase de mise en œuvre, je dirais. Mais typiquement, les
les erreurs dont vous parlez, donc typiquement le fait de dire sur quel site maladie rare j'ai vu le patient n'était pas obligatoire aux HCL. C'est quelque chose qui est en train d'être corrigé. Le but c'est bien de corriger toutes les erreurs, ensuite vous n'aurez plus d'erreurs. Donc moi, les erreurs dont je parlais tout à l'heure, c'était plutôt, je me suis trompé sur la date de naissance. Voilà. Mais sinon, des erreurs système, on va dire, on entend bien les corriger toutes le plus vite possible. Ouais. Les problèmes de thésaurus qu'il y a actuellement, dans lequel clairement on a des gros problèmes, ces patients-là, pour qui on n'a pas encore réussi à rentrer le nom de la maladie, seront quand même transférés, on pourra corriger sur Bamara. Alors tout à fait. Le thésaurus, c'est un vrai problème. Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, vous pourrez corriger effectivement. C'est juste si vous avez deux flux de données, je dirais, simultanés. Mais vous pourrez, c'est-à-dire si par exemple vous avez saisi des données le mardi dans Bamara et le lundi dans votre DPI, mais les données sont arrivées qu'un mois plus tard, là il y a une simultanéité et c'est là où je dis il y a préséance du DPI. Sinon, vous pourrez toujours améliorer les choses dans Bamara.